Bonjour à tous, bienvenue à Média en scène. Comment les scientifiques luttent contre la désinformation par temps d'épidémie? C'est une question centrale, on voit bien qu'elle mine la question de la confiance et nous sommes assaillis d'informations qui sont dues à de l'ignorance, à des manipulations, à de l'opinion et jusqu'aux toutes les formes de complotisme. Nous devons y réfléchir ensemble et essayer de voir comment collectivement nous pouvons essayer d'affronter ce défi de la désinformation. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'avoir avec nous Sylvie Briand, qui est directrice de la préparation mondiale aux risques infectieux en charge de l'infodémiologie à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Bonjour Sylvie Briand, vous êtes avec nous par visioconférence. C'est un plaisir de vous avoir ce matin. Axel Kahn, qui est généticien, président de la Ligue nationale contre le cancer, qui a toujours joué un rôle important dans le débat public en matière de santé. Merci à vous d'être avec nous. Et Éric Chenu, qui est vice-président de la MGEN, une mutuelle qui a mis ces questions de santé et cette question d'éthique de la santé au cœur de ses missions et de sa raison d'être. Merci à tous les trois. Je vais rejoindre nos invités et je vais, docteur Briand, vous poser la première question. L'OMS a été à la fois je ne le mets pas au passé, un acteur mondial fondamental dans cette crise, dans cette pandémie, et en même temps a été pour le coup très prise à partie dans ce faisceau de désinformation et d'opinion. Plusieurs de vos collègues ont été menacés, il y a eu des critiques très fortes, très violentes. Est-ce que c'est la première fois dans une pandémie comme ça qu'on insiste à une telle toxicité du débat public, une telle violence du débat public? Vous qui êtes une spécialiste des épidémies et qui en avez combattu un certain nombre. Alors, nous, on appelle ça l'infodémie, c'est-à-dire un tsunami d'informations qui accompagne les épidémies. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on a une infodémie parce que ça accompagne toutes les épidémies. Mais ce qui est peut-être très particulier avec la Covid-19, c'est le fait qu'on vit tous maintenant dans deux mondes, je dirais, le monde physique, où on se voit, on parle, et puis un monde digital, un monde sur les réseaux sociaux, où les gens vivent aussi des expériences de communication dans ces deux mondes. Et donc, de tout le temps, on a eu, lors des épidémies, ce qu'on appelle, avant on appelait ça des rumeurs, en fait. Pour Ebola, par exemple, on avait les rumeurs qu'Ebola n'existait pas, qu'il avait été amené par les Blancs pour voler les organes des populations locales, Déjà etc. des théories complotistes. Voilà, enfin, on peut appeler ça complotiste, c'est juste des interprétations en fait de la réalité qui sont divergentes. Mais ce qui est important avec l'infodémie lors de Covid-19, c'est que en fait, les gens sont submergés d'informations, comme vous l'avez dit, et ils ne savent plus trop où donner de la tête, ils ne savent plus trop qui croire. Et donc, c'est très important d'abord de continuer à communiquer, mais surtout de donner aux gens les bonnes informations au bon moment et sous le bon format pour qu'ils puissent prendre des bonnes décisions aussi pour leur santé. Et donc, c'est ça qu'on a essayé de mettre en place à l'OMS. Donc, évidemment, dans cette tornade, dans cette tourmente de l'information, bon, l'OMS est une institution très en vue, donc c'est normal aussi qu'il y ait des interprétations différentes sur notre rôle et sur nos objectifs. Est-ce qu'il y a eu dans cette pandémie mondiale, pour vous, à l'OMS, acteur sur scène, pour le coup, sur une scène mondiale, est-ce que vous avez ressenti des discours différents, des problématiques différentes en matière de désinformation selon les grandes régions du monde? On voit que certains régimes, non pas ou personnalités politiques de premier plan, je pense bien évidemment à Donald Trump, mais ont instrumentalisé aussi cette pandémie et on nourrit cette désinformation par le haut. Disons qu'en fonction des contextes et aussi de l'évolution de l'épidémie, parce que bon, l'infodémie, quelque part, elle suit aussi la courbe de la pandémie, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de transmission, quand il y a beaucoup de cas, il y a aussi beaucoup d'infodémie, donc malheureusement, ça va ensemble. Mais on a vu effectivement, en fonction des contextes, soit l'information a été plus politisée, euh, euh, dans d'autres cas, il y a eu plus de désinformation, mais qui est liée à des objectifs commerciaux. Par exemple, il y a des pays où il y a beaucoup de gens ont diffusé des informations sur des remèdes miracles qui non seulement n'étaient pas des remèdes, mais souvent même étaient dangereux. Donc ça, c'est un autre problème, mais qui pour nous
est très important parce que, par exemple, en Iran, on a eu 400 décès liés à la promotion du méthanol qui, évidemment, ne soigne pas la Covid-19, mais en plus est très dangereux. Comment à l'OMS, vous agissez contre cette désinformation? Est-ce que justement vous avez des stratégies par grande région du monde? Est-ce que vous diffusez de l'information et des connaissances sur cette pandémie dans toutes les langues et pour tous les publics? Quels sont vos leviers d'action contre cette désinformation? Alors d'abord, on essaye d'écouter quelles sont les inquiétudes des gens, parce que toute épidémie ou toute pandémie produit beaucoup de peur. Et puis, comme là, c'est une maladie nouvelle, ça produit aussi beaucoup d'incertitudes. Donc, on essaye d'écouter les gens pour pouvoir leur donner l'information dont ils ont besoin à un certain moment. Et ça se fait non seulement des écoutes physiques, dans le monde physique, mais aussi dans le monde virtuel, puisqu'on a des outils maintenant pour justement regarder les conversations en ligne et savoir à peu près qu'est-ce qui préoccupe les gens à un certain moment. Deuxièmement, on essaye effectivement de diffuser des informations correctes, vérifiées, validées scientifiquement, pour que les gens puissent avoir accès à des sources sûres d'informations. Et on fait des partenariats avec d'autres agences qui ont aussi la capacité de vérifier l'information scientifique et de la diffuser à leurs audiences. Ensuite, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a co-développé des guides, par exemple, avec le monde du travail, c'est-à-dire on se réunit avec des employeurs, des employés aussi, pour essayer de bien comprendre quels sont les problèmes et les risques qu'ils ont dans leur vie quotidienne, pour essayer de développer des guides où ils puissent adapter en fait les recommandations sanitaires à leur quotidien et de façon à ce qu'ils soient mieux protégés contre la maladie. Donc effectivement, on a des multiples actions, des multiples interventions, mais je crois que ce qui est très important, c'est toujours de remettre les gens au centre de l'action parce qu'une épidémie ne se contrôle que grâce aux gens. On est chacun une barrière. Une barrière et donc chacun a un rôle à jouer là-dedans. Et dans la désinformation aussi, parce que souvent, on partage des mauvaises informations. Donc, que ce soit pour l'épidémie ou l'infodémie, tout le monde a un rôle à jouer. Merci Sylvie Briand. Axel Kahn, tout le monde vous connaît, vous occupez une place particulière, vous êtes un grand scientifique, vous aimez le débat public. Vous aimez le débat public, vous aimez la confrontation, vous aimez le débat contradictoire, vous avez aussi une éthique du débat public. J'ai une première question pour vous, avec l'expérience qui est la vôtre, un peu la même question que je posais à Sylvie Briand au début de cette table ronde. Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant cette période-là? Est-ce que vous avez été aussi saisi par la violence du débat, par le caractère toxique de ce débat que nous avions, par la montée des complotismes en tout genre sur cette pandémie? En réalité, il n'y a que deux éléments vraiment nouveaux dans les réactions publiques à cette pandémie. Le premier, c'est l'intensité et la violence, en effet, des réactions que j'englobe dans le grand champ de la défiance, de la contestation, des fausses nouvelles, du complotisme. Et le deuxième élément nouveau, c'est l'importance de la politisation du débat, c'est-à-dire la rencontre entre des communautés très politisées et des opinions très particulières. En dehors de ces deux éléments, qui sont plus en réalité quantitatifs que qualitatifs, ce que l'on a vécu et ce que l'on connaissait, et je suis tout à fait d'accord avec Sylvie Briand sur ce point, nous avons d'une certaine manière l'habitude de cela et on s'attendait à ce qu'il y ait des réactions extrêmement importantes du fait qu'il s'agissait d'une pandémie sévère, de la première pandémie du XXIe siècle, qu'il s'agissait d'un agent nouveau, d'une maladie nouvelle contre laquelle il n'y avait pas de traitement établi. Dans ces conditions-là, pandémie mondiale, très rapidement, 45 millions de personnes atteintes dans le monde entier qui se confine, ça c'est une première dans toute l'histoire de l'humanité. Il devait y avoir des réactions, mais
cette rencontre entre des mouvements politiques, des fois très extrémistes, et certaines opinions, ça a certainement été une tonalité très particulière et nouvelle de cette crise que l'on continue de vivre. Alors, la singularité aussi de cette crise, Axel Kahn, c'est que on a eu une présence massive, ça n'était jamais sans doute arrivé à ce point-là, de chercheurs, de scientifiques, de médecins aussi, beaucoup, sur les plateaux, dans nos studios, dans les colonnes des journaux. Et bien évidemment, on s'est rendu compte qu'il y avait une controverse à ciel ouvert entre scientifiques, entre médecins, entre chercheurs, chacun d'ailleurs gérant des temporalités différentes, la science étant plutôt sur le temps long, les médecins dans l'urgence et sur le front de la pandémie, l'information, elle, étant dans une vitesse, tournant à une vitesse désormais illimitée. Ça a été difficile à comprendre aussi cette expérience d'un débat à ciel ouvert et donc contradictoire avec les milieux scientifiques. Alors là encore, il ne faut pas se faire d'illusions, ce n'est pas un élément vraiment nouveau. L'élément nouveau, pour le coup, c'est l'existence, et on est au cœur de la problématique de ce festival, la Média en scène, c'est l'existence des chaînes d'information continue. Le monde entier, les Français notamment, mais pas simplement, le monde entier ne s'intéressait qu'à la pandémie. Et donc, il fallait nourrir la soif d'information sur la pandémie des personnes. Et qui était le mieux à même de nourrir cette soif, sinon les médecins? Donc, on a fait un gros usage de tout ce qui se présentait des médecins. Or, comme il s'agissait... De manière immodérée, diriez-vous? De toute façon, c'était comme ça. Je ne vois pas comment les chaînes d'information continue auraient pu continuer à faire leur job sans cela. C'était la seule chose qui intéressait les gens, il faut reconnaître. D'autre part, je vous ai dit, c'est une maladie nouvelle, contre laquelle il n'y a pas de traitement. Et donc, il est normal qu'il y ait une diversité d'approches. L'autre élément que l'on a toujours connu dans le domaine du cancer, je connais bien, c'est le phénomène du savant maudit, le savant qui est désavoué par l'autorité scientifique officielle. Dans le domaine du cancer, dans le monde entier, en France notamment, mais aux États-Unis aussi, on se rappelle, il y a quelques décennies, de l'affaire Beljanski, qui était un scientifique extrêmement honorable, un pasteurien, qui à un moment donné a suivi sa ligne et a créé un très vaste mouvement d'opinion. On a connu la même chose dans le domaine du sida. Donc, c'est nullement original. Ce qu'il y a d'original, en particulier, c'est en France, la personnalité charismatique de ce, entre guillemets, savant déviant, de cette vérité, de cette science alternative. D'autant plus entendu, justement, qu'elle n'était pas la science officielle et que l'on vit dans un monde où il y a un refus de tous les énoncés venant des autorités établies. Mainstream, comme on dit. C'est véritablement la base du phénomène sociologique de la défiance que l'on connaît. Il se trouve que ce médecin déviant, un infectiologue très connu, mon collègue Didier Raoult, il a une gueule, quoi. Il a une gueule, il a un caractère christique, il a un personnage, incontestablement. Donc ça, c'est quelque chose qui a amplifié le phénomène, c'est certain. Et puis, alors ça, c'est très lié aux conditions mondiales et françaises, du mécontentement qui a eu une expression en France, qui n'était pas du tout sanitaire, qui était les gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il y a eu à un moment donné une rencontre entre cette parole déviante, qui était aussi une parole, il faut bien le reconnaître, qui portait de l'espoir, à un moment donné où la thérapeutique apportait relativement peu d'espoir. Et puis ce mouvement très organisé de contestation globale, créant cette rencontre entre un mouvement politique et une parole scientifique, on va dire divergente avec la plupart de ses collègues. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est très original de la période que nous avons vécue. Merci Axel Kahn. Je reviendrai avec vous parce que cette question de la confiance, elle est bien évidemment fondamentale et elle me fait penser à ce que Marc Lazare, l'historien, dit sur l'expertise aujourd'hui. Il a dit ça au moment de la crise des Gilets jaunes que vous évoquiez. Et Marc Lazare a dit l'expertise aujourd'hui est ressentie et vécue par une partie de la population comme une domination sociale. Oui, parce qu'il y a une contestation de l'état des choses et donc des gens qui ont du pouvoir, ils sont responsables de l'état des choses puisqu'ils ont du pouvoir. Or, la science est un pouvoir. Les sachants ont du pouvoir. Et donc la contestation est également une contestation des sachants.
Éric Chenu, vous êtes vice-président de la MGEN, je le disais en vous présentant. Merci d'être avec nous ce matin, on est très heureux de vous accueillir. Et si vous êtes là, c'est parce que nous cherchons à réfléchir à la manière dont des institutions, des scientifiques, des gens qui jouent un rôle majeur en matière de santé publique, peuvent contribuer à la lutte contre la désinformation aujourd'hui. Nous vous avions invité l'an dernier déjà à Médias en scène, c'est un sujet qui nous est cher, qu'on suit, on sait qu'il n'a pas de réponse évidente et dont l'importance c'est en quelque sorte démultiplier avec la pandémie. Que peut une mutuelle comme la vôtre faire pour sensibiliser, éduquer et faire monter le niveau général scientifique pour éviter justement qu'on sombre dans cette désinformation générale? Merci tout d'abord pour votre invitation. Nous, on est mobilisés depuis effectivement très longtemps sur cette question de la culture scientifique parce qu'on est convaincu qu'il ne peut pas y avoir de démocratie sans culture scientifique. Compte tenu des enjeux dans notre vie quotidienne, sur le champ de la santé bien évidemment, de la médecine, mais aussi dans notre vie quotidienne avec l'augmentation du numérique, des techniques, etc. Si on n'appréhende pas l'ensemble de ces évolutions-là en les comprenant, si on ne fait que les subir, si on subit les usages, eh bien, il y a un certain nombre de choses qui nous échappent. Et instinctivement, les gens le comprennent. Ils ne sont pas toujours capables de mettre des mots précis par rapport à ça, mais ils le perçoivent. Et donc, si on ne veut pas que s'installe durablement, puissamment, la défiance qui est déjà bien installée dans notre société, si on ne veut pas qu'elle s'aggrave, pour aboutir à une catastrophe démocratique. On a déjà eu des crises démocratiques et je pense que la crise économique, sociale dans laquelle nous sommes à cause de cette crise sanitaire va aussi être corrélée avec une crise démocratique. Il faut absolument qu'on se mobilise. Et nous, eh bien, on essaye déjà de faire en sorte que nos adhérents, celles et ceux qui nous font confiance, que l'on protège, aient accès à une information fiable. C'est pour ça qu'on a passé un partenariat avec un média comme The Conversation France, qui a cette qualité de vulgariser au bon sens du terme de l'information médicale et scientifique, et on est partenaire de la rubrique santé de The Conversation. On est convaincu et on œuvre au sein de la mutualité française. J'anime l'espace fédéral d'éthique de la mutualité française à la demande de son président Thierry Baudet, qu'il faut aussi faire en sorte que nos concitoyens se réemparent de ces questions-là. Et on essaye par des débats de leur donner cette possibilité. On a finalement un rôle d'éducation populaire et citoyenne sur les questions scientifiques, sur les questions de santé, parce que évidemment, Axel Kahn le disait juste avant moi, les sachants, les experts ont du pouvoir et c'est très bien. Et il faut absolument qu'on s'appuie sur leur expertise. Mais en tant que citoyen, on peut débattre aussi de ces questions-là. Au niveau qui est le nôtre, en s'appropriant ces contenus, en débattant, en remettant de la rationalité, en ne confondant pas les faits et les faits scientifiques et l'opinion, parce que autrement on arrive à c'est important ça, hein, vraiment de ce que vous dites là, c'est-à-dire que l'idée même le débat n'est pas interdit, le débat est possible, et qu'au contraire le débat est presque une méthode pour remettre de la rationalité. Il est indispensable. Et c'est par le débat. On en parlait juste avant sur le fait qu'il y ait eu des polémiques, des discussions même un petit peu dures entre scientifiques. Ça, c'est pas forcément grave. Pour autant qu'on remet de la perspective dans ce débat-là. Et votre rôle, à vous, les journalistes, les médias, est absolument fondamental, justement, sur cette mise en perspective. Et ce que disait Axel Kahn, je le partage complètement. La vraie difficulté dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'avec les chaînes d'information continue, il n'y a pas ce temps de mise en perspective. Et donc, des opérations comme celle que vous faites avec Médias en scène, les travaux d'analyse que vous faites dans les différentes chaînes de Radio France est absolument
essentiel. Je dirais, c'est vraiment c'est la qualité première du service public que de permettre cette mise en perspective, et elle est fondamentale. Aujourd'hui, de plus en plus, on constate qu'il y a une forme de relativisme. On le constate dans différents champs de la société. Qui emporte parfois même des acquis de la connaissance, hein, Totalement. ce flot du relativisme. Totalement. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on confond fait et opinion. Et alors, les réseaux sociaux mettent tout à l'horizontale. Et aujourd'hui, eh bien, la parole d'un grand généticien comme Axel Kahn, de Madame Briand, d'autres grands pontes, Jean-François Delfrécy, eh bien, est mise au même niveau que les propos de Madame Michu. Ben non, c'est pas possible. Ça ne veut pas dire que ce que pense Madame Michu n'est pas important, mais il y en a qui savent, qui doivent mettre à niveau cette connaissance, et c'est pour ça que c'est très bien que des médecins, des praticiens, des scientifiques viennent dans les médias, mais il faut aussi qu'on hausse le niveau, qu'on amène les citoyens à comprendre. Et dans cette crise sanitaire, il y a peut-être une chose qu'on n'a peut-être pas assez dit. Peut-être qu'à un moment donné, les médecins qui venaient sur les plateaux auraient peut-être dû à certains moments dire « on ne sait pas ». Voilà. C'est pas grave de ne pas savoir. Accepter l'état d'incertitude. Accepter parce que c'était un virus face à un virus nouveau, qu'on ne connaît pas bien, qu'on ne connaît toujours pas bien d'ailleurs. Qu'on continue on découvrir. On apprend jour après jour de mieux en mieux, mais entre ce qui était dit au mois de mars et ce qu'on dit aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et c'est normal parce que la connaissance a progressé. Et l'autre élément qu'il faut absolument qu'on partage avec nos concitoyens, c'est que la science, elle avance par moins d'erreurs. Elle se confronte par l'expérimentation à l'erreur. Et donc, si on ne leur explique pas le raisonnement scientifique, la force du raisonnement scientifique, à un moment donné, le fait que on pense à un moment donné que quelque chose est une vérité et puis qu'on s'aperçoit quelques années après que ça ne l'est pas, c'est pas qu'on leur a menti. C'est pas qu'il y a eu un fake. C'est juste que la science a progressé. Pendant un certain temps, on pensait que l'atome était la plus petite partie de la matière. Et puis un jour, on est arrivé à ouvrir l'atome et on s'est aperçu qu'il y avait des composants dedans. Voilà. Comme dit Edgar Morin, les vérités scientifiques sont biodégradables, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle vérité qui, à un moment donné, va dégrader celle à laquelle on croyait précédemment. Merci, Éric Chenu. Ce que vous me dites me fait poser une question pour vous, Sylvie Briand. Est-ce que vous pensez que dans ce moment que nous vivons, il y aura, et quand je vous entends tous les trois, j'ai un petit bout de réponse, je me dis que oui, mais je vous pose la question. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un avant et un après ? C'est-à-dire que ce qu'on a vécu là, d'échanges, de bouillonnement entre médias et monde scientifique, médecins, chercheurs, je fais bien le distinguo entre les différentes catégories, mais ce débat qu'on a eu, y compris dans les erreurs qu'on a pu commettre les uns et les autres, est-ce que finalement nous avons appris d'une expérience sans précédent, d'une pandémie qui frappait tous les pays du monde en même temps, qui a nécessité, comme le rappelait Axel Kahn, d'arrêter notre machine pour la première fois de l'histoire de l'humanité, de confiner des milliards de gens. Est-ce qu'il y aura un avant et un après dans la qualité du débat scientifique que nous sommes capables d'avoir les uns et les autres ? Alors, je crois que ce qui est très important aussi de comprendre ou de connaître dans cette pandémie, c'est que les processus scientifiques, en tous les cas de publication, sont aussi très particuliers pour cette pandémie. Parce que il y a quelques années, avec des crises comme Ebola, Zika, on s'était rendu compte que la publication scientifique était très lente. C'est-à-dire que les gens, en fait, le temps qu'ils aient la revue par les pairs et puis qu'il y ait tous les processus pour accepter un article, souvent l'article était publié après l'épidémie. Donc il y a eu une volonté internationale d'accélérer les publications, et c'est pour ça que maintenant, il y a des plateformes où on peut mettre les articles avant la publication, avant la révision par les pairs. Et donc ça c'est très bien parce que du coup, on peut avoir accès au savoir très rapidement. Le problème, c'est que souvent, les brouillons d'articles, je dirais, qui sont postés sur ces sites ne sont pas toujours très achevés. La méthodologie n'a pas été nécessairement
très bien revues. Et donc, ça donne effectivement beaucoup d'informations, mais pas forcément une information bien digérée. Vous avez tout à fait raison. Par les journalistes tels quels. Et ça accroît aussi l'infodémie ou l'incertitude par rapport au savoir. Et donc, je suis tout à fait d'accord. Je pense que la presse, ça va être aussi qu'on trouve la bonne mesure entre une publication rapide, mais en même temps vérifiée par des scientifiques qui connaissent le sujet. Oui, c'est pas un test en double aveugle, mais en tout cas, c'est un vrai travail, y compris sur la méthodologie que peuvent valider ou non les pairs. Et ce qui a été singulier dans cette crise, vous avez raison de le rappeler, Sylvie Briand, c'est qu'on avait vu même des revues scientifiques de très grande notoriété et de sérieux retirer les articles parce que précisément, ça avait été publié un peu vite et que tout d'un coup, il y avait un doute sur la méthodologie. Et ça, effectivement, ça a contribué, j'allais dire, à cette défiance et à cette désinformation. Tout à fait. Et c'est bien dommage parce que je pense que les scientifiques qui ont travaillé durant cette pandémie ont fait un travail remarquable. Je sais qu'ils ont énormément travaillé, mais que finalement, pour la population, c'est plutôt la méfiance qui restera plutôt que les découvertes incroyables qui ont été faites durant cette pandémie. Donc je pense que ça, l'après, il va falloir que aussi on travaille sur la façon de communiquer la science et la façon aussi d'interagir avec les médias qui sont, comme vous l'avez dit, des moyens de médiation entre la science et le public, et comment on peut s'assurer que cette communication est positive et productive et n'induit pas justement la méfiance, qui est finalement ce qu'on voudrait vraiment éviter. C'est intéressant ce que vient de dire Sylvie Briand, Axel Kahn. Je ne vais pas parler d'examen de conscience, le mot serait trop fort, mais est-ce qu'il n'y a pas, y compris dans le comportement des médecins et des scientifiques, des chercheurs, à la lumière de ce qu'on vient de vivre ces derniers mois, des choses qu'il faut changer et faire évoluer? Je vais revenir parce que c'est un moyen d'assurer la continuité entre ce que vient de dire Sylvie Briand et mon propos, sur ce que l'on appelait le Lancet Gate, c'est-à-dire le scandale du Lancet. En réalité, c'est le triomphe de la méthode scientifique. Le triomphe, c'est remarquable. C'est-à-dire que dans ce monde, il y a un article... Le Lancet étant une revue scientifique... C'est une très grande revue. Parmi les plus prestigieuses, mais qui a publié... Une des très bonnes revues qui publie un article 5 jours après que l'article... Alors, il faut savoir qu'en science, aucun énoncé scientifique qui n'a pas été confirmé par les pairs ne doit être considéré comme une donnée définitive. C'est à la base réellement de la compréhension de ce qu'est la science. Et ça s'est manifesté de manière superbe avec le Lancet. Donc il y a un article éminemment contestable. 5 jours après, il y a dans le monde entier des scientifiques qui disent « ça ne vaut pas un clou, il y a un problème. C'est un scandale ». Moins de 10 jours après, l'article est retiré. Mais c'est un prodige. Regardez par rapport à cela, quel est le destin de toutes les fausses nouvelles, de toutes les rumeurs, de tous les complots. Il faut bien plus de 10 jours pour qu'ils disparaissent. Ils ne disparaissent jamais. Cependant, et malheureusement, je suis nullement optimiste. Parce que ce que les personnes, ce que les citoyens retiennent, c'est qu'il y a eu un scandale de la science, puisqu'on a été amené à retirer un article. Le dégât est considérable. Voilà, alors qu'en réalité, ce devrait être une reconnaissance de la performance, de la qualité de la méthode scientifique, vous voyez. Et quand vous me demandez s'il y a un avant et un après, non, il y a une accélération d'un mouvement qui n'est pas favorable. C'est-à-dire, je ne crois nullement que la situation et le statut de la raison, simplement le statut de la raison, le statut de la discussion argumentée, s'en trouvera amélioré après ce que l'on a vécu. Est-ce qu'il y a une autocritique à faire pour les intellectuels et en particulier ici les médecins? Oui, il y en a une. Ce débat, très souvent, on le voit très bien sur les réseaux sociaux, ça a été un débat de mauvais garçons. Un combat de rue, sans foi ni loi et sans règles, où tous les coups étaient permis. Eh bien, voyant cela, étant profondément choqués, certains médecins, c'est vrai dans d'autres domaines, des philosophes aussi, ont été amenés à utiliser des arguments et des méthodes de mauvais garçons.
Et ça, Ça, évidemment, très, très c'est important, une ce que vous venez de évolution, dire. absolument. Et ça, évidemment, c'est une évolution qui n'est pas favorable. Et qu'est-ce qu'on fait contre ça, Axel Kahn? Que voulez-vous que je vous dise? J'essaye d'indiquer que la seule possibilité... Non, mais c'est bien parce que je ne l'ai pas beaucoup entendu jusqu'à présent, ça. La seule possibilité de progresser, quand on n'est pas d'accord, c'est d'utiliser le même langage. Si vous parlez javanais et moi chinois, on ne va pas s'entendre. Et par conséquent, quel est le langage commun qui ne sous-entend pas, évidemment, le consensus et l'accord? Ça s'appelle la raison. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous essayez de me proposer un discours logique, tout à fait en désaccord avec ma propre vision, alors nous pouvons échanger, et de cet échange peut naître un énoncé supérieur. Ça, c'est véritablement idéal. Et on voit très bien que l'élément fondamental qui a progressé, c'est l'incommunicabilité entre les énoncés. Ça, c'est un progrès terrible. Et pour un rationaliste comme moi, évidemment, c'est une douleur vive. Éric Chenu, je crois que vous vouliez réagir. Et après, j'ai une question pour vous d'un Oui. internaute. Oui, par rapport à ce que dit Axel Kahn, moi j'abonde complètement sur la nécessité de remettre de la rationalité. Et il y a un élément qui me semble absolument fondamental si on veut que dans les médias, les scientifiques puissent être questionnés au bon niveau, etc., c'est que les journalistes qui les questionnent, qui s'intéressent à ces questions, soit se spécialisent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'aura pas le même niveau de questionnement, la même capacité à aller un petit peu titiller, un peu gratter là où certaines affirmations peuvent être légères, si les journalistes n'ont pas le niveau de compétence, d'expertise aussi sur ce sujet-là. Et donc, ça plaide aussi pour les choix d'un certain nombre de grands médias d'avoir maintenu des journalistes spécialisés, parce que ça aussi, c'est une garantie de véracité des faits et d'organisation du débat. Et puis, deuxième chose que je voulais dire, c'est que dans cette crise, il y a un élément qui est singulier, qui n'est pas habituel dans notre pays. Dans d'autres pays, ça arrive, mais dans notre pays, ce n'est pas si souvent. Le pouvoir politique s'est appuyé sur un conseil scientifique. C'est bien, c'est pas bien? Je pense que c'est très bien. Et ce n'est pas le conseil scientifique qui prend les décisions. Le conseil scientifique, il conseille, il éclaire. La décision, c'est le politique. C'est le politique, et c'est très bien. Par contre, je pense que ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, Jean-François Delfrécy, le président du Comité consultatif national d'éthique et du Conseil scientifique, avait fait la proposition au printemps de mettre en place un comité citoyen. Parce que, et Sylvie Briand le disait tout à l'heure, si on veut qu'un certain nombre de préconisations, la société s'en empare, ça suppose aussi de le confronter à la pratique qu'ont les gens au quotidien, à nos usages du quotidien. Et là, un comité citoyen aurait été absolument indispensable. Et il est dommage que cette proposition-là, cette préconisation-là, ne se soit pas traduite, et j'espère, il n'est pas encore trop tard, que ça puisse être une évolution pour les mois à venir, parce qu'on n'est pas encore complètement sorti de cette crise sanitaire. Alors justement, ce que vous venez de dire, Éric Chenu, suscite des questions de nos internautes, des gens qui nous suivent, qui suivent Média en scène sur mediaenscène.com. Cette question du Conseil citoyen, manifestement, elle tape juste. Axel Kahn, vous pensez, vous, que, comme le demande un internaute, c'est possible, souhaitable, ce Conseil citoyen ? À côté du Conseil scientifique, voilà, si je comprends bien ce que dit Éric. Parce qu'il y a de nombreuses victimes collatérales de la Covid. Parmi ces victimes collatérales, et je suis en première ligne pour le dénoncer, il y a les personnes qui sont atteintes de maladies plus graves, plus anciennes, plus fréquentes que la Covid, et le cancer en particulier. J'ai indiqué qu'il y aura sans doute des milliers de morts supplémentaires dues au cancer dans les 5 ans qui viennent, liées à la Covid. Mais une autre victime collatérale, c'est la démocratie en santé, incontestablement. Dans toute cette affaire, dans l'urgence, alors même que c'était un gain extrêmement important de l'évolution de la réflexion et des systèmes de santé depuis quelques décennies, la démocratie en santé a été dans l'urgence
laissés au bord de la route, et ça, c'est très préjudiciable. Sylvie Briand, pardon, Éric Chenu. Les crises sanitaires précédentes avaient fait progresser la démocratie en santé, et cette crise, comme le dit Axel Kahn, la démocratie santé a reculé. Ça, c'est symptomatique. Et ça doit énormément nous interroger. Sylvie Briand, est-ce qu'il y a est-ce qu'à travers l'OMS, vous avez eu connaissance de relations comme ça entre des citoyens et des comités scientifiques? Est-ce qu'il y a eu des comités citoyens, comme l'indiquait, comme le souhaitait Éric Chenu à l'instant? Est-ce que ça existe, ça, quelque part? Oui, tout à fait. Ça dépend des latitudes, mais l'implication des citoyens dans les problèmes de santé, dans les décisions de santé aussi, est variable. Ça dépend des systèmes de santé, mais c'est clair que c'est, en tous les cas, dans les épidémies, puisque en fait, le virus se transmet quand il y a du lien social. Donc, c'est très important aussi que la société s'empare du problème et trouve des solutions. Donc, c'est pour ça que je disais qu'on travaille, par exemple, avec des employeurs dans le cadre d'une entreprise, justement pour trouver avec les employés les solutions au risque Covid dans un contexte particulier. Mais ça se voit aussi à des plus larges échelles dans certains pays. Merci vraiment à tous les trois. On a vu qu'il y avait des choses à faire à l'échelle internationale. Merci à Axel Kahn aussi, qui a dit des choses, je trouve, courageuses sur le milieu des médecins et des scientifiques d'une manière générale. Merci Éric Chenu, parce que votre proposition va rester dans ce moment d'échange entre nous. La nécessité de travailler sur la démocratie en matière de santé et sur une manière d'associer, peut-être à travers des comités citoyens, mais en tout cas dans la démarche d'associer les citoyens à la réflexion, à ce qui se passe, à ce que nous vivons, de manière beaucoup plus structurée, de façon à ce qu'il y ait, en quelque sorte, j'allais dire, un corps intermédiaire, en plus ou à côté des médias, entre l'autorité politique, les autorités scientifiques et puis les citoyens, les individus que nous sommes les uns et les autres. Merci infiniment, je crois que ce débat aura été utile. On suivra bien évidemment toutes vos propositions et vos réflexions, et Médias en scène se continue avec un prochain panel. Merci encore à tous les trois pour la qualité de vos interventions.